C'est l'une des grosses informations qu'on a eues la semaine dernière, puisque au-delà des résultats, on a aussi d'autres choses à regarder. Oui, Jordan Amavi a prolongé son contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2025. Le latéral gauche de l'OM va rester très probablement du coup la saison prochaine avec cette prolongation de contrat. Maxime Faisal, ça va être l'occasion de parler de Jordan Amavi, de retracer un petit peu son historique chez nous. Jordan Amavi, ouais, c'est un joueur qui a été formé à Toulon et à Nice notamment, donc il a eu un parcours assez classique en soi. Voilà, il a été formé en France et puis derrière les sirènes de l'Angleterre l'ont appelé, mais voilà, il a été formé tout d'abord à Nice. Il a eu de très bons débuts à Nice, hein, d'ailleurs. Oui, il faut pas oublier quand même qu'il sort de Toulon. Ouais. C'est un Toulonnais, notre ami Jordan Amavi, donc il est de la région. Il est de la région, voilà, et du coin. Donc formé à Toulon, bien sûr, il a intégré le centre de formation de l'OGC Nice où il gagne la Gambardella en 2012 et il est champion de France de CFA aussi en 2013. Et c'est en 2013 que du coup, il fait sa première apparition en Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais, quand même gros match. Donc on sent quand même qu'à l'époque, Claude Puel lui faisait confiance. C'est toujours été l'entraîneur qui faisait confiance aux jeunes, mais là, il a prouvé en lançant un avis très jeune, contre l'Olympique Lyonnais. Ouais. Et il a participé quand même à 23 matchs, toutes compétitions confondues, pour sa première saison en professionnel. Donc, ouais, dont 19 en Ligue 1. Voilà. Ce qui est pas dégueu pour une première saison. Non, pas du tout. Quand tu arrives en Ligue 1. Après, saison qui suit, il en fait 36 en Ligue 1. Il plante 4 buts. Pour un latéral, c'est pas. C'est beau, hein. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Puis surtout, on a vu tout de suite que le gars, il avait une capacité d'accélération et de renouveler ses efforts sur son côté. Faut pas l'oublier, les gars, le latéral gauche, c'est le poste le plus compliqué à trouver, à former pour les clubs professionnels actuellement. Ouais. Donc très rapidement, de toute façon, tout le monde savait déjà à l'époque qu'à un moment donné, ce gars-là allait exploser s'il avait une bonne hygiène de vie. Ah oui, ça, on le voit à l'OM1, pour avoir un latéral gauche. Exactement. Mais ce qui m'avait frappé dans ses débuts, c'est que j'avais vraiment vu un gros potentiel. C'est un peu les latéraux qu'on commence à voir de plus en plus, des latéraux qui se projettent beaucoup vers l'avant. Je vais pas dire que Jordan Amavi c'est vraiment l'un des prototypes de ce style de latéral, mais ça fait partie des latéraux qui commençaient à avoir un profil un peu plus offensif. Et Jordan Amavi à l'OGC Nice, c'était le cas, c'était et c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est un latéral qui aime bien se projeter vers l'avant, qui aime bien apporter un surnombre offensivement. Et quand il était encore tout jeune à Nice, c'était ce qu'il faisait. Et ça s'est vu parce que je l'ai dit tout à l'heure, il a marqué 4 buts à Nice en 2014-2015. D'ailleurs, c'est sa saison la plus prolifique en termes de stats offensives. Donc voilà, c'est un joueur qui est capable de faire ce genre de choses, d'apporter du danger devant, de vouloir mettre ses ballons dans la surface et apporter justement ce danger devant le but. Et c'est ça qui lui a valu de se faire attirer à Aston Villa à l'été 2015. Donc, ah oui, la sirène de la première ligue. Ouais, les fameuses sirènes. Après, bon, c'est un peu l'histoire de notre championnat. Nos meilleurs joueurs sont facilement pillables pour les clubs, on va dire, moyens de PL. Ah, c'est un autre débat, monsieur Quentin. Oui, c'est un autre débat. Mais bon, voilà. Après, il part à Villa, une saison en Première Ligue un peu foirée, puisque Villa descend directement en Championship. Et là où il fait une saison de plus à Villa en Championship, c'est une saison un peu galère pour lui. Faut le rappeler, il se blesse très longuement, il se fait les croisés. Ça n'a pas été une période facile pour lui, pas du tout même. Non, et non. En plus, les croisés. Malheureusement, si jeune, tu as un mental qui prend un coup, surtout qu'en plus, comme tu l'as dit, il descend en deuxième division, même si la Championship... Ça reste un championnat compétitif. Très compétitif. Je pense que certains clubs de Championship, tu les mets en Ligue 1, ils seront pas ridicules, loin de là. Ouais. Mais
veux dire, il avait peut-être à cœur de faire une saison complète et une bonne saison avec Villa pour revenir dans l'élite. Ben là, il se blesse, il se fait les croisés. Donc c'est en plus avec il se fait les croisés avec l'équipe de France Espoir. Ouais, donc, il se les fait avec les espoirs, ouais, c'est ça. Donc le mec, pas dans son club, ce qui est encore plus compliqué. Et puis surtout, il revient, après en août 2016, et il rentre plus trop dans les plans de Di Matteo, quoi, parce il revient pas au niveau qu'il avait quand il arrive en 2015, quoi. Bah, là, c'est surtout que il arrive voilà, il se fait une blessure assez importante. Il manque beaucoup de matchs. Il manque beaucoup de matchs. Il manque 185 jours quand même lors de sa première saison. Et donc ça, c'était sa première saison. Hein. C'était en PL et en Championship. Du coup, il a eu beaucoup de mal derrière à se remettre au niveau. Et il a pas eu non plus énormément de faveurs, donc il a voulu quitter Villa forcément. Et il est arrivé un beau jour en 2017. Un funeste jour. Voilà, où l'Olympique de Marseille, un beau jour de juillet 2017, a pointé le bout de son nez et a dit bon allez, bon petit Jordan, on va essayer de faire quelque chose de toi. Et puis bah depuis, ce monsieur ne nous quitte plus. Non, Voilà. et puis ça a été même, je dirais, parce qu'il faut rappeler quand même à nos charmants auditeurs que c'était le premier mercato estival du fameux du Champions Project. De l'ère Marc Courte, parce qu'il est arrivé, il a commencé en hiver et donc notamment Première il y a eu recrue de l'histoire de l'ère McCourt, c'est Sanson. voilà, c'est parce que Sanson, il y a eu Sertic et Ouais, c'est l'hiver 2017, ouais, c'est ça. c'est ça, voilà. Et donc lui, c'est vraiment, il arrive à ce fameux mercato que tout le monde attendait, parce que c'est à ce mercato-là que justement on attendait le grand attaquant. Et il arrive Jordan Amavi, donc au départ, comme tu l'as dit, il arrive un peu sur la pointe des pieds, en revenant de blessures et en jouant en Championship. Et au départ, c'est un prêt avec un prêt comme son d'achat qui était quasiment sûr d'être levé, parce qu'il fallait 3 titularisations pour que l'achat soit fait aux alentours. C'est dire que Villa n'en voulait plus. Hein. Voilà, ouais, c'est dire, voilà. Donc aux alentours de 10 millions d'euros. Donc je veux dire, c'était. Moi, je pense que c'est pas tant que Villa n'en voulait plus par rapport à son niveau, c'est que voilà, ils étaient en Championship, ils se sont dit voilà, on peut récupérer quand même un petit peu d'argent. Parce que voilà, quand tu es en première ligue, tu descends en deuxième ligue, financièrement, tu en prends un très très gros coup. Ah oui. Et je pense que justement à l'époque, c'était pour eux un joueur quand même bankable et un peu. Ils sentaient que de toute façon, avec son physique un peu fragile, ils se sont dit c'est peut-être quand même mieux de gagner un minimum d'argent, parce que c'est pas rien. L'OM l'a pas acheté. C'est quand même un mini investissement qu'ils ont fait sur lui. Surtout 10 millions. Ouais. Voilà, c'est quand même un investissement. Déjà, avant les 10 millions, il y a eu ce prêt d'1 an lors de la saison 2017-2018. Faut rappeler prêt déguisé, ouais. Ouais, faut rappeler les faits. Il arrive une saison où on n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. On est en Europa League. On joue les 2 tours de qualification, d'ailleurs, avant de jouer les phases de poule. Il arrive en même temps que Germain Mitroglou. J'en oublie certainement d'autres, Luis Gustavo, notamment. La même saison, donc tu te dis Rami. Ouais, Rami aussi, exact. Oui, c'est le premier recrutement de l'ère Marc Courte. Tu as l'officialisation de Thauvin aussi qui était prêté. C'est ça. Et puis là, il arrive un petit peu. Enfin, c'est pas la pire recrue sur le papier, mais c'est celui dont on n'avait pas forcément le plus de certitude, parce que quand tu regardes le mercato 2017, Valère Germain avec Monaco, c'était quand même quelque chose. Kostas Mitroglou avec le Benfica, on n'en avait que des bons échos. Adil Rami, ça restait quand même une référence au niveau national. Luis Gustavo, voilà, le CV parlait pour lui. Et voilà, donc Jordan Amavi, il est arrivé avec un statut quand même, avec une saison pour confirmer, enfin pour donner raison à ceux qui lui ont fait confiance et essayer de rassurer un petit peu, parce que je sais que quand il est arrivé, alors il y avait des gens qui étaient contents, moi j'en faisais partie, mais
il y avait des gens peut-être un petit peu aussi pessimistes dans le sens où c'est un mec qui revient d'une très longue blessure et qui a eu ses problèmes de genoux du coup. Et on s'est dit oui, mais derrière, si on appuie à Amavi, c'est compliqué quoi. Donc c'est ce qu'on disait, après... c'est ce qu'on disait, c'est que c'est un poste qui est tellement compliqué où tu te dois d'être précis dans ton recrutement parce que latéral gauche, ces temps-ci, c'est d'avoir un latéral gauche de bon niveau, attention, hein, parce que sinon tu prends n'importe qui et c'est compliqué. Après l'aparté, on en avait des latéral gauche, on leur a pas donné la chance, mais ça c'est pas le débat, mais c'est vrai que c'est compliqué. Tu as raison, il vient avec le statut de joueur, on le connaît à Nice qui était très percutant, très très bon. 2 ans, 3 ans après avec des ligaments en plastique, comment on va le retrouver? C'est ça la question en fait. C'est ça. Et comme tu dis, c'est pas le joueur qu'on attendait et là c'est vrai que coup de chapeau à l'équipe Azubizarreta à l'époque, il y a Garcia, et c'est le seul compliment que je vais leur donner à eux. C'est parce que, pour moi, ça a été le recrutement le moins incohérent. Bon, il y a eu Luis Gustavo, mais lui, ils l'ont grillé. C'est mentalement ils se sont réussi à quand même à tuer Luis Gustavo, mais c'est un autre sujet. Bon, ça c'est notre sujet. Ouais. Voilà. mais non, pour parler justement lui, ça a été vraiment la plus grosse satisfaction de la marque courte en fait, parce que les plus grands, voilà, plus parce que c'est le seul qui reste actuellement d'ailleurs. Je suis à part Payet. Clairement, à l'époque, moi, quand j'entends Amavi signer à l'OM, les gars, je veux pas faire le mytho, hein, moi j'étais vraiment content. Ah mais moi aussi. Parce que j'étais resté moi sur l'image du Amavi de Nice. Oui, pareil. Comme Quentin, de toute façon, tout de suite, on avait senti le potentiel du mec, en fait, avec son explosivité. Le gars, il a une explosivité, on le voit, sur les 5-10 premiers mètres qui sont énormes. Une capacité aussi à courir de la première à la 95e minute. Ouais. Donc pour moi, c'était vraiment une bonne pioche. Même si défensivement, alors moi j'ai mis quelques réserves sur lui. On a pu le voir d'ailleurs cette saison en Ligue des Champions où il a commis pas mal d'erreurs. Mais globalement, ça reste un bon joueur. Oui, mais après ça, tu vois, il y a 15 ans ou 20 ans, à ma vie, il aurait joué peut-être ailier gauche. Ah oui, non, mais totalement. Là, aujourd'hui, depuis 15 ans, 10 ans, on va dire, un peu moins, peut-être depuis 10 ans, le poste de latéral gauche, ça a totalement, la fonction même du latéral gauche, elle a changé. Ouais. Avant, j'ai envie de dire, si on a envie un peu de vulgariser, mais le latéral gauche, t'as un gaucher qui est un peu nul au foot, tu le mets latéral gauche. Voilà, ça passe. Ouais. Et encore gaucher ou droitier, c'était même pas forcément non plus une priorité. Je crois que tu as Eric Dimeco qui est en train de faire un malaise. Je crois que là, il y a John Arnerizeux, là, il est en train de faire un PLS, il est aussi là. Ouais, mais regarde, John Arnerizeux, c'était peut-être un des premiers, justement, un des précurseurs. Alors, des précurseurs, tu vois. Alors, tu sais, pour moi, le précurseur à ce poste-là, qui est dans le même profil et qui, pour moi, a inventé. Il y a 2 joueurs, moi, qui me font penser, qui ont révolutionné un peu ce poste-là. Le premier, c'est Marcelo, du Real. Parce que, des latéraux comme, des latéraux comme Marcelo, lui. Juste, après, on attend le deuxième avec impatience. Le deuxième, moi, je dirais Jordi Alba. Jordi Alba de Valence. Quand je l'ai vu jouer à Valence, j'ai halluciné parce que c'est la première fois que je voyais un mec aussi offensif. Voilà, mais regarde, si tu parles de Marcelo, je suis d'accord pour dire que dans l'histoire, c'est un des meilleurs latérales gauche du monde. Ouais. Mais, on va dire depuis 10 ans. Parce que défensivement, de tout temps, Marcelo, il y a toujours, tous les buts du Real sont à 95% venus de son côté. Ah parce oui, il était tellement offensif, il attaquait tellement que, justement, pour revenir à ce qu'on disait sur Amavi, quand tu as des joueurs de cette trempe-là, qui ont ce profil-là, tu peux pas leur demander à ces gars-là d'attaquer autant. On le voit, hein, depuis qu'Amavi, de toute façon, les gars, il est blessé. Pour moi, ça coïncide exactement avec la chute complète de notre équipe cette saison. On a eu un peu un rebond avec Lirola sur son pendant droit, tu vois, parce qu'on a enfin eu un latéral. Avant, on avait un latéral gauche qui était ultra offensif, qui permettait à Villas-Boas vraiment de se projeter, de permettre à ses avant-centres d'avoir vraiment des munitions, des centres, d'avoir aussi du danger, donc ça déséquilibrait toujours les défenses. Là, quand on parle de ces erreurs, pour revenir à ça, c'est comme Marcelo, c'est des mecs,
quand tu les prends, tu sais qu'ils vont t'amener énormément de points, ils vont t'amener du poids, ils vont déstabiliser, ils vont déséquilibrer à chaque fois les défenses. Par contre, tu sais que dans la saison, il va nous coûter 4, 5 buts minimum. Ben, en fait, mais ça c'est fait le genre. partie du jeu. Ben oui, mais en fait, le truc, c'est que c'est ce qu'on avait dit par rapport à quand on parlait de la tactique de Sampaoli. Si tu comptes jouer dans un 4-4-2, oui, effectivement, il va déborder, et c'est ce qu'il a fait sous l'ère Garcia, quand il y a eu ce 4-3-3 ou le 4-2-3-1. Enfin, quand il y avait deux ailiers, si tu veux, qu'il n'y avait pas ce rôle de piston, il laissait, si tu veux, il prenait le couloir pour laisser à Payet le soin de rentrer. Donc tactiquement c'était pas mal parce que Payet jouait vraiment son rôle de 10 excentré, mais là dans un schéma comme on a actuellement, le problème qui se passe, c'est qu'il faut et c'est ce que les Espagnols font bien, te faut 3 défenseurs mobiles. Alors sûrement les 2 sur les côtés qui sont mobiles. Donc on a vu qu'un mec comme Sakai par exemple était très bon dans ce domaine-là parce que c'est un ancien latéral. Un mec comme Alaba aussi le fait bien au Bayern parce que c'est un latéral, donc quand même dans une défense à 3 il est très mobile, et c'est ce qui permet de couvrir le genre d'incursion que peut faire un mec comme Jordan Amavi. Et c'est ce que malheureusement l'Olympique de Marseille on n'a pas. On a des défenseurs qui sont très statiques, très lents. Et le problème, c'est quand un Lirola ou un Amavi commence à monter pour apporter offensivement, si t'as pas la couverture soit du demi-défensif, soit des défenseurs latéraux qui sont un peu sur le côté, tu te retrouves avec un boulevard. Alors si en plus de ça, tu as un contre avec le latéral adverse plus l'ailier gauche ou l'ailier droit, là tu es noyé. Donc c'est vrai que c'est le défaut de Jordan Amavi, c'est son remplacement défensif qui est un peu, on va dire, un peu approximatif, mais j'ai envie de dire, est-ce que sous Villas-Boas, il avait vraiment, même sous Garcia, est-ce qu'il avait vraiment, on va dire, l'attaque? Juste pour faire un petit peu la chronologie de son passage à l'OM, juste pour revenir vite fait sur sa première saison, où il est excellent, on est tous d'accord là-dessus, je pense, pour le dire, mais il a connu son trou d'air. Et c'est à partir de là en fin de saison, ouais. En fin de saison, et il l'a dit lui-même d'ailleurs, en préparant le podcast, on en a parlé avec Maxime. Il a eu des déclarations à ce sujet-là. C'était après le match aller contre Leipzig en Ligue Europa. Oui, clairement, il disait que le but que met Timo Werner, c'est vrai qu'il se fait complètement le pauvre, il se fait massacrer par Werner sur le crochet. Il est complètement aux fraises. Bon, après Timo Werner aussi, c'était le Timo Werner qui était Leipzig, qui était, oui, voilà. Il était, voilà. Bon, il y a Robert Lewandowski qui est toujours au top, mais lui, il était deuxième meilleur buteur à chaque fois. C'était une référence en Bundesliga. C'est ça. Quand même. Et à l'époque, il avait que 21 ans. Donc, c'était gros potentiel, hyper rapide. Et même sans parler de Werner, en soi, ça aurait pu être n'importe qui. Voilà. Il était passé à côté de son match, et je pense que ça lui a fait mal. Tout à fait. Ça lui a fait beaucoup de mal, et mentalement, il a pas su se remettre en question, et je pense qu'il a pas été aidé par Rudy Garcia. Après, il le dit lui-même, il a voulu jouer la carte de la franchise en disant, en gros, pardon, c'est ma faute, tout ça. Et indirectement, comme il n'y avait pas de concurrence à ce poste-là à l'époque, parce qu'il faut quand même rappeler, mais c'est l'histoire de son passage chez nous, il a jamais eu de concurrence réelle. C'est ça, c'est que depuis qu'il a signé, on joue avec un latéral gauche. Donc après, à un moment donné, quand on aura la chronologie de ses blessures, par rapport au nombre de matchs qu'il a joué, c'est pas beaucoup, parce que il a fatigue musculaire. Et encore, heureusement que des fois il y a Sakai qui venait un peu le faire souffler, mais c'est vrai qu'il a pas eu de concurrence, comme même quand il jouait pas bien, il jouait. Donc c'est peut-être aussi ce qui a desservi, c'est qu'à un moment donné, et c'est la gestion que Garcia n'a pas eu avec lui, c'était que quand il sentait que son joueur était moins bien, peut-être donner la chance à un Christopher Nkunku, de plus mettre Sakai sur le coup. Rokia pour le coup. Ouais, mais... non, Christopher Rokia, pas Nkunku. Et oui, mais Nkunku joue à gauche. Ouais. Non, c'est Rokia à gauche. Celui qui joue à Everton, c'est Nkunku. Non, Nkunku, c'est pas ça du tout. Max, Nkunku a été formé au PSG, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Enfin bon, c'est une erreur. C'est une erreur. Là, il y avait Rokia. Mais pour revenir, regarde à ce que tu disais, Max, à l'OM. Après, justement, ce fameux match contre Leipzig où lui fait son autocritique en disant, voilà, moi,
j'ai commencé là, j'ai pris le bouillon, nanana. Quand tu regardes après la saison d'après, donc sa saison numéro 2 à l'Olympique de Marseille, malgré tout, Sakai, tu l'as vu plusieurs fois à gauche, sa place, à gauche, et lui sur le banc. Sauf que c'était sous Garcia. Ça voilà, sa deuxième saison. Parce que en fait, là où je veux en venir, en fait, rapidement, là où je veux en venir, c'est que justement, sa deuxième saison, elle est mauvaise. Elle est plus que mauvaise. À l'image de l'équipe aussi. À l'image de l'équipe. Et puis, faut surtout pas négliger ce détail, c'est que Garcia lui a envoyé des messages. Bon, tu vas sur le banc et on met un latéral droit comme Sakai à ta place. C'est lui qui a déjà mentalement, c'est très compliqué. C'est compliqué, oui. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez, les gars, mais au stade, juste à l'évocation du nom d'Amavi, tout le stade sifflait. Mais tout le stade sifflait. Quand il rentrait et touchait un ballon, le stade entier le sifflait, comme si c'était un ancien joueur, un traître en fait. Donc mentalement... Il le disait, j'ai réussi à ce que 60 000 spectateurs me sifflent. Hein, donc, voilà. Et juste pour revenir là-dessus rapidement, moi j'ai toujours trouvé extrêmement débile de duer un joueur comme ça. Comme lui a pu l'être, parce que je trouve en plus que c'est lui qui prenait le plus. Alors, à juste titre parce qu'il était mauvais, mais c'est pas productif du tout. Ça l'a plus flingué qu'autre chose. Tu avais Garcia qui ne l'aidait pas non plus. Oui, il y a ça aussi, beaucoup. C'est pour moi, la deuxième saison merdique de Jordan Amavi, c'est en grande partie. Alors, juste, je te coupe vite fait parce que parce que je pense savoir ce que tu vas dire. Oui, voilà. En fait, tu te moques de moi. Mais c'est Nice Nkunku. C'est Nice, voilà. Nkunku, voilà. Voilà, qui est parti à Everton l'été dernier. C'est ça. Voilà. Ben, il était là et il aurait pu c'était pour l'aparté parce que j'avais, vous êtes foutu de moi et je vous boude. Parce que t'as dit Christopher, c'est pour ça. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai fait une fusion comme chez Dragon Ball Z entre les deux là. Et juste pour faire une transition par rapport à la saison, la troisième saison qu'il fait chez nous et du coup l'arrivée d'AVB, tu sens que à l'arrivée d'AVB, il y a quelque chose de nouveau déjà. Parce que on n'a pas la même approche tactique avec AVB que sous Garcia, et on sent que va y avoir un renouveau. Et à ce moment-là, je sais pas si vous vous souvenez, mais à ma vie, on sait pas trop s'il va rester. Non, c'est vrai. Et là, il lui fait confiance parce que déjà on n'a rien à se mettre sous la dent au niveau latéral gauche, et il y a plus que lui. Il y a toujours eu que lui. Et derrière, les Rokia et Nkunku ne sont pas en odeur de sainteté du côté d'AVB. Donc on fait entièrement confiance à Amavi sur ce coup-là. Donc il fait une très bonne saison qui a malheureusement été coupée par le Covid. Mais AVB lui a redonné un plein de confiance incroyable. Surtout qu'au début, en fait, il démarre un peu... il reste quand même sur son mental un peu qui a des défaillants parce que il se fait remplacer à la mi-temps par Sakai en mettant Bounassar à la mi-temps du match contre Rennes où on fait ce match nul. Et je pense que ça a été intelligent sans Villas-Boas cette année-là. Il a pris un groupe qui était complètement au fond du seau après une année de Garcia qui a été, on va dire, désastreuse sur tous les plans. Hein. D'ailleurs, on le paye encore aujourd'hui. Mais donc il récupère cet effectif-là et il récupère aussi un joueur de Jordan Amavi qui est détruit mais psychologiquement par Garcia, par tout ce qui s'est passé. Et je pense que la gestion de Villas-Boas a été juste parce que il le fait sortir au bon moment parce qu'il se fait huer, il est pas bon toute la première mi-temps, il fait des erreurs mais grossières. Contre Rennes, c'est ça. C'est contre Rennes. Et il le fait sortir et rappelez-vous, on le voit plus pendant presque un mois parce qu'il rentre à des bouts de match, il le laisse tranquille, la pression retombe un peu sur lui et c'est à ce moment-là où il revient en forme, il rattaque les matchs comme il faut qu'il rattaque et il redevient le Jordan Amavi qu'on a eu parce que justement le staff de Villas-Boas a su déjà remobiliser parce que c'est toujours plus facile quand il y a un groupe qui marche bien, de revenir. Et à ce moment-là, le groupe commençait à avoir un esprit conquérant, un esprit gagnant. Et de ce fait, d'ailleurs, il est revenu dans les meilleures conditions pour lui.
Mais justement, moi, il y a un truc que je voulais savoir par rapport à ça, parce que j'ai toujours eu ce débat-là avec certains supporters du club. Le Amavis ou AVB, première saison d'AVB, vous le mettez au-dessus de celui qu'il a été avec Garcia ou pas? En termes de rendement, oui. Pour moi, oui. Hein. Oui, parce qu'il était plus. Je pense que déjà sous l'ère Garcia, il était bon. Tu vois, c'était un bon. Mais là, sous l'ère AVB, on sent quand même que il a morflé une saison et que il a eu ce côté guerrier qu'il n'avait pas avant. D'ailleurs, parce que peut-être son poste a évolué. Et puis tout simplement, regarde, hein, l'année dernière, on a commencé à parler d'Amavi en équipe de France. Aussi, oui. Mais il s'est fait sélectionner. Il s'est fait sélectionner. Non, il était. Si, il est pas rentré, mais il était dans le groupe. Il était dans le groupe. Tu as raison. Voilà, donc ça, si je dis pas de bêtises, donc c'était en octobre 2017, ça, les gars. C'est ça. Donc c'était sous Garcia. Mais l'année dernière, rappelez-vous, sous AVB, c'était même limite un plébiscite, même de nos experts, de nos médias français qui sont les spécialistes du football, on va dire. Même eux réclamaient à corps et à cri justement de voir Amavi en latéral gauche. Parce que pour moi, le Amavi qu'on a vu sous AVB, il était exceptionnel. Franchement, il était exceptionnel, les gars. C'est vrai que mentalement, revenir d'où il est revenu par rapport à ce qui s'est passé avec Garcia, la saison catastrophique de l'OM aussi, parce que il n'y avait pas que lui. La saison 2018-2019 de l'Olympique de Marseille, elle est affreuse. Elle est totalement ratée. On fait un point en Europa League, si je dis pas de conneries. On est catastrophique. On perd des matchs contre Limassol, contre l'Apollon Limassol. Oui, complètement. En Ligue 1, c'est ni fait ni à faire. On est mauvais. Il y a totalement rien à voir avec ce qui s'était passé la saison d'avant, où c'était imparfait mais beau quand même. On a vécu de très beaux moments avec cette Europa League, avec la fin de saison en Ligue 1 aussi qui était pas mal du tout. On a fait une saison en soi globalement bonne, mais pas suffisant pour aller chercher la Ligue des Champions. Et on a encore raté les gros matchs avec Garcia. Bon, ça c'est autre chose. Mais faire aussi mauvais sur cette saison-là, c'est terrible. Et à ma vie, en est l'un des symboles, puisque ça a été pour moi l'un des joueurs les plus mauvais de cette saison-là. Et revenir comme ça mentalement après une saison de galère, parce que cette saison-là, c'est pas sa pire en termes physiques, parce qu'il se blesse lors de la première saison avec l'Olympique de Marseille. Il manque 6 matchs en début d'année, mais sinon, à part ça, physiquement ça tenait, mais mentalement c'était autre chose. C'est normal, c'est la mauvaise gestion de Garcia. Ça aussi, oui. C'est ce qu'AVB a réussi à faire avec Amavi, c'est une gestion du joueur en termes psychologiques. Garcia, très clairement, il a pas su gérer déjà ce joueur-là qui était seul à son poste. Et tu sais, un sportif, c'est quand même, comme je le répète, c'est un homme comme tout le monde. Et il y a des moments où il y a du moins bien, et c'est à ce moment-là où peut-être il faut le mettre sur le banc, justement. Et là, tu peux pas le mettre sur le banc. Donc justement, ce problème-là, on l'a eu avec AVB du coup, parce que ça va faire une autre transition. Parfait les gars, une autre transition pour la dernière saison sous AVB, et du coup cette saison, la saison actuelle. Il est surutilisé, on n'a pas de solution pour le remplacer, on prend Nagatomo en doublure, parce que faut pas oublier que là, il a joué énormément de matchs Nagatomo cette saison, mais c'était pas prévu. On prend pas une doublure pour le concurrencer, on prend une doublure en cas de pépin. Et le problème, c'est que le pépin, cette saison, il s'est prolongé. Il a été usé, très clairement, parce que la cuisse qui se fait cette saison, c'est la même que la première saison sous Garcia. Et élongation musculaire fin décembre à Rennes, avant. Il revient à Rennes et il rechute quelques jours après. Du coup, il manque 11 matchs. Il revient 2 mois plus tard. Et qu'est-ce qui se passe? Rechute 10 jours plus tard. Oui, rechute 10 jours plus tard. Et là, ça fait 3 mois qu'il est absent. Il est revenu dans le groupe contre Saint-Pé le week-end dernier. Mais c'est physiquement où tu vois que il a eu encore des pépins. Alors, espérons que ça se termine, que tout ça soit loin derrière lui. Et je pense que ça va venir du coup à la prolongation de son contrat dont on parlera après. Mais
On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça avec un latéral dont cette saison il a eu des très gros problèmes physiques. Mentalement, je suis pas sûr qu'il soit totalement dans le saut, puisque il avait pas fait une si mauvaise saison que ça avant. Non, moi, au contraire, moi je pense que mentalement, je pense sincèrement que mentalement, quand il va revenir, il sera vraiment à bloc. C'est ça. Parce que il se blesse, il a pas joué donc pendant un moment, donc forcément il va vraiment avoir les crocs. Et en plus, c'est un joueur. Moi, c'est là où je suis vraiment d'accord. Enfin, je suis vraiment, encore une fois, vraiment un peu en admiration. Je vais pas abuser sur le mot, mais sur Longoria, c'est que t'as un joueur qui est blessé, t'as un latéral gauche. Bon, t'as Nagatomo, on sait qu'il s'en va, mais tu lui envoies quand même le message. Écoute, on sait que t'es blessé, mais on sait ce dont tu es capable. Et le mauvais côté d'Amavi, qu'il a montré justement la deuxième saison avec AVB, quand il prouve qu'il est capable, avec tout ce qu'il a pris quand même dans la gueule, les gars, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de se relever après tout ça, tu vois. Et le message qu'envoie Longoria, c'est que regarde, on change de coach, mais tu restes notre latéral gauche numéro 1, en tout cas prioritaire. Donc, mentalement, c'est vraiment fait. Pour moi, le travail qui est fait là par Longoria, il est parfait dans le sens où, dans le sens où tu lui envoies le message, on compte sur toi. Et regarde, hein, Garcia et AVB. Juste pour te faire la corrélation entre tout ça, c'est que Garcia, il est bon, t'es nul, tu vas sur le banc, je préfère mettre un mec qui est latéral droit, mais qui ne me servira à rien offensivement, comme Sakai, plutôt que toi, parce que t'es vraiment zéro. Ok. Ouais. Le gars, jamais s'en est relevé hein, sous Garcia. AVB, il arrive. AVB, on le connaît, c'est un management un peu de copains. Voilà, on est amis, on est là, tout est beau, tout est génial, vous êtes fort, ta. Et la preuve, vous avez vu la transformation, la métamorphose d'Amavi. Et c'est là où moi je pense que justement Longoria était très intelligent, c'est qu'il s'est rendu compte que Amavi, c'est un joueur qui avait besoin de ce genre de signes, tu vois, en tout cas de signes d'affection, pour que ce mec-là soit à fond. Mais après, après voilà, bon, on le sait que tu as le poster de Longoria dans ta chambre. Faut le rappeler aux auditeurs quand même. Je l'ai également. Mais non, mais après, tu as raison, Fessal, mais aussi, il a aussi l'aval de Sampaoli parce que le profil. Évidemment. Voilà le profil de Damavi va en tout point avec la tactique que Sampaoli et le projet de jeu que Sampaoli veut mettre à l'Olympique de Marseille. Donc il coche toutes les cases. Le problème, et tu l'as dit, c'est que les blessures, enfin, Quentin l'a dit, c'est que les blessures, c'est parce que il sort d'une saison ultra pleine avec sous l'ère AVB où il a été surutilisé. Du coup, ça se pète parce que forcément. Malheureusement quand tu fallait jeu. Voilà, c'est son jeu. C'est son jeu qui malheureusement sera souvent blessé ce mec. Mais je veux dire, pour moi, c'était intelligent aussi de le faire re-signer, parce que justement, tu as un latéral de très haut niveau quand il revient à son prime, et on en a besoin, surtout latéral gauche, c'est compliqué d'avoir quelqu'un de bon niveau. Et ce que j'ai envie de dire, à ma vie, il n'avait pas le choix. Parce que dis-moi, quel club va là à l'heure actuelle va signer un Jordan Amavi alors qu'il revient de 5 mois de blessure. Donc il y a ça aussi, je pense qu'il y a ce paramètre à prendre en compte, c'est que je pense que Jordan Amavi qui fait 25 matchs sous AVB et même sous Sampaoli, s'il est sollicité par, je te donne un exemple, par le Milan AC ou quoi, il se serait taillé. Il aurait parti, il aurait dit merci l'OM, je m'en vais au Milan AC. Là, je pense qu'il avait pas eu de forte sollicitation. Et moi, je suis pas trop d'accord avec toi, Max. Je pense parce que. Ouais, mais regarde, parce que moi, si je te dis ça, c'est parce que regarde, il se blesse en décembre. En décembre, voilà, il est blessé. Pour nous, même nous, supporters de l'OM, on pensait qu'il était blessé pour 2-3 semaines. Ils ont jamais communiqué, tu vois, sur la gravité de la blessure ou quoi que ce soit. Donc les clubs qui étaient intéressés par Amavi, honnêtement, je pense qu'il y en avait quand même énormément. Il y avait énormément de clubs qui se sont dit, mais il y a la bonne affaire, tu vois. Mais comme tous les clubs, voilà. mais après, tu vois, par exemple, pour faire peut-être le parallèle avec Thauvin qui est parti au Tigres, le Thauvin voulait partir parce que d'après ce qui est sorti dans la presse, Longoria a fait son offre pour le re-signer. Il a jamais voulu re-signer
re-signer à l'OM, il voulait partir. Donc il est parti, et quitte à sacrifier sa carrière, il est parti jouer au Mexique dans un championnat avec peu de visibilité. À ma vie, je pense que il a été peut-être un peu plus intelligent, dans la mesure où il s'est dit, s'il n'y a pas de club en Europe qui me veut, ben je répondrai favorablement à la prolongation de l'OM, parce que Sampaoli aussi, pour moi, joue aussi un rôle important dans son discours. Il a dû lui dire, et comme l'a dit Quentin, c'est quelqu'un qui marche à l'affect, c'est quelqu'un qui marche à la confiance. Et Sampaoli a dû lui dire, écoute, je te fais confiance, il me faut un mec comme toi, tu fais partie de mon projet, reste avec moi. Et c'est vrai que, bon, d'avoir un mec comme Sampaoli, avec la passion, et d'avoir aussi, je pense qu'il a eu des certitudes aussi par rapport au recrutement qui va avoir lieu cet été. Parce que si tu es pas cet été, si au recrutement tu es pas présent et que tu es pas ambitieux. Justement, je voulais y venir à ça parce que ça va coïncider un petit peu avec la conclusion de ce podcast, c'est que aujourd'hui il a prolongé pour 4 ans jusqu'en 2025. Dans la situation actuelle, le prolonger, pour moi, c'est pas une bonne idée, dans le sens où tu sais pas où, on sait pas où on va. Mais je suis quand même content qu'il prolonge parce que c'est déjà la garantie d'avoir un latéral quand même, un latéral gauche la saison prochaine, et j'ai toujours été assez content de ce qu'il a proposé sous le maillot de l'OM. Maintenant, sa prolongation, elle doit pas être sans continuité. Il faut qu'on apporte une concurrence à Jordan Amavi et pas que ça continue encore et encore. Ah bon, on est d'accord. Hein, comme depuis son arrivée en 2017, où il n'a pas de concurrence réelle à son poste. C'est bien beau de mettre Sakai parfois à gauche, c'est bien beau de ramener des Nagatomo pour l'expérience, mais là il va falloir un joueur capable de pouvoir remplacer Amavi si jamais il est pas bon. Et inversement, pour moi, Amavi doit être conservé dans ce sens-là, doit être pas forcément titulaire, mais doit être en position de l'être, et en position et avoir quelqu'un qui peut être en position de l'être aussi. C'est-à-dire qu'on doit pas avoir un titulaire en force et un remplaçant en cas de crise. Il faut pas ça. Donc sa prolongation, elle était nécessaire, mais il faut quand même quelqu'un derrière. Ça a été ça toute la saison. Enfin, ça a été ça depuis l'arrivée d'Amavi. C'est que, rappelez-vous, Amavi arrive en 2017, il y avait Evra. Oui. Et donc c'était le même schéma. C'était Amavi avec un gars d'expérience comme Evra derrière. J'ai envie de dire, moi, c'est là où j'attends Longoria, parce que il nous a fait pour moi, dans le contexte Covid, un mercato de très grande qualité, sauf j'enlève Cuisance et Ncham malheureusement, où c'est des grands flops, mais faire venir un mec comme Milik, etc., comme on le sait, c'était très fort, parce que pendant 4 ans, on a fait avec du Zubizarreta qui, on connaît le bilan de Zubizarreta avec Hérault. C'est lui qui l'a ramené après. Oui, c'est l'une des rares satisfactions, attention. Mais pour moi, là où ils n'ont pas été bons, c'est que depuis que la nouvelle direction a été mise en place, la poste de latéral gauche est un quid absolu, parce que tu n'as pas pu trouver une doublure de niveau correct depuis le rachat de l'arme courte. Ouais, mais toi, du coup, ce que tu penses de la prolongation d'Amavi, mais moi, je la trouve superbe, dans la mesure où, comme tu dis si bien, le poste de latéral gauche est très compliqué. Il est énormément. C'est le plus compliqué. Va trouver quelqu'un de compétitif de nos jours, de très haut niveau, à un prix, tu peux pas. Maintenant, un latéral gauche, ça se négocie à un minimum 20-25 millions d'euros. Minimum. Donc. Et puis surtout. Vas-y, pardon, Max. Non, je disais, moi, pour moi, c'est très bon, parce que, ça va le rendre un peu plus serein. Comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui marche à l'affect, donc mentalement, il va être au top niveau pour moi pour revenir dans cet effectif-là. Il va travailler. Sampaoli, cet été, je pense qu'il va bien le remettre en forme. Je pense aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été peut-être au niveau du recrutement. Il sait qui va venir. Il sait que le club va être renforcé. Donc, c'est ce qui, pour moi, l'a renforcé aussi sur le fait de signer. Et aussi, je pense que Longoria a dû lui promettre qu'il allait avoir une doublure ou un remplaçant.
parce que c'est pas possible. Et j'espère, voilà. et c'est là où moi je vais attendre Longoria, c'est sa capacité à trouver un latéral gauche capable de le concurrent. Voilà, un bon concurrent, parce que si tu joues une hypothétique Europa League l'année prochaine avec les clubs, parce que je sais pas si vous avez vu les hypothétiques clubs qui peuvent jouer l'Europa League. Il y aura du lourd, la saison prochaine. Il y aura du Liverpool, il y aura du la Juventus, il y aura du lourd, du Dortmund, il y aura du très lourd. Donc, tu es obligé d'avoir un doubleur comme ça. Voilà, parce que là, et puis même, regarde, on sait que Nagatomo, c'est officiel, il va pas être prolongé. Tant mieux. Donc là, à ma vie, il part. T'as deux latéraux gauche à aller trouver. C'est quasi impossible d'aller faire deux latéraux gauche sur un même mercato avec une assurance que t'en aies au moins un des deux qui soit tout de suite adapté à la Ligue 1. C'est quasiment impossible. Là, s'il laissait partir à ma vie, je vous renvoie à un podcast, les gars, du mois de janvier, où moi je disais, du mois de décembre, pardon, où je suppliais Longoria qui était encore directeur sportif, où je le suppliais d'aller nous chercher un latéral gauche pour suppléer Amavi dès le mercato d'hiver, au cas où Amavi devait nous quitter au mois de janvier pour le mercato, parce que ça en parlait beaucoup au mois de janvier de mercato. Hein. Et si là, clairement, hein, je vous dis, moi, ce que je pense, si Amavi partait là cette saison, on était sûr et certain pour moi de repartir sur une saison galère, parce qu'on le voit, les gars, franchement, maintenant, moi, je me tue à le répéter depuis le début de saison. On est en galère sur nos latéraux. Avec, aujourd'hui, dans le football actuel, si tu n'as pas deux latéraux modernes qui soient capables de t'apporter offensivement vraiment toujours ce plus pour vraiment déséquilibrer les blocs adverses, surtout que nous, on le sait, partout on va jouer en France quasiment, on est face à des équipes qui nous attendent, qui vont laisser le ballon dans 80% des cas. Et si on a deux latéraux, et c'est ce qu'on avait, hein, avec Sakai et Nagatomo pendant quasiment 5 mois, avant que l'Irola arrive, c'était une catastrophe. Tu ne peux absolument rien développer. Et on s'acharnait sur les avants, sur les trucs, l'animation offensive. Mais le football actuel, et j'ai envie de dire, même sans parler de Sampaoli, tu ne peux plus être efficace, tu ne peux plus gagner des matchs en championnat sur le long terme ou des gros matchs en Coupe d'Europe si tu n'as pas deux latéraux à gauche et à droite qui sont au top niveau. Et surtout d'être capable de faire le piston comme il demande. Exactement. Donc ça, j'ai envie de te dire, c'est pour tous les schémas de jeu, j'ai envie de te dire, actuels. Mais alors, encore avec Sampaoli, alors c'est encore pire. Si là, demain, Sampaoli, tu lui mets tout ce dont il a envie au niveau offensif, défenseur, etc., mais que tu lui poses deux latéraux, deux pistons qui sont 0, Sampaoli, son jeu, c'est 0. Là, on s'acharne encore cette saison à dire oui, mais là, l'effet Sampaoli, on le voit pas, etc., etc. En même temps, Sampaoli, si tu lui mets pas deux pistons à leur top niveau, son équipe, elle peut pas avancer. Et regarde, c'est bingo. Hein. Les seuls matchs que Sampaoli, on a réussi à gagner les matchs avec Sampaoli, la plupart du temps, c'est venu par qui ? Par l'Irola. Parce que lui, c'est purement le rôle du piston. Il assure à 100% son rôle. Et quand il est en forme, comme par magie, ben voilà, ça, le jeu, comment je peux dire, le jeu part toujours de son côté. Et quand on aura son pendant à gauche, et pour moi, à ma vie, est le pendant parfait de l'Irola à gauche, pour moi, l'Olympique de Marseille va être redoutable. Moi, je te dis, l'Olympique de Marseille sera, bien sûr, ce que ton analyse est très bonne, mais comme je l'avais dit dans le podcast avec Alex sur la Saint-Etienne, quand on parlait de notre style de jeu, l'Olympique de Marseille sera, et on en parle aussi avec Martin aussi de Foot Vision. J'ai l'impression de me répéter, tu as vu. Mais en fait, l'Olympique de Marseille sera très redoutable, bien sûr, avec les deux latéraux. Et je m'imagine même, je me languis de voir un Amavi au top, à son prime, au top niveau, avec un Lirola à l'autre côté, parce qu'on va faire vraiment très très mal. Mais il faut aussi avoir, et ça on n'en parle pas, une assise défensive. Si tu continues à jouer en 3-5-2, si tu n'as pas 3 défenseurs centraux mobiles avec la rapidité adéquate,
sur les côtés, tu vas prendre le jus, surtout quand tu joues contre des équipes comme on a joué contre Saint-Etienne ou des équipes comme ça qui ont pas un jeu flamboyant mais qui vont venir te contrer où les comptes vont aller très vite. Parce qu'en France, vous savez mon positionnement sur le football français à l'heure actuelle. En Espagne, tu peux le faire parce que ça joue, parce que en Angleterre également, parce qu'il y a cette culture du jeu, cette culture de la victoire. Et à nous en France, on n'est pas comme ça. On joue, on est des gagnes petits. Et c'est justement le fait que on est des gagnes petits, on joue contre du gagne petit, que nos latéraux on va souffrir par rapport à ça. Alors j'espère que Longoria a détecté cela et qui va nous recruter 2 défenseurs au profil du 3-5-2 parce que sinon des mecs comme Amavi ou comme Lirola on va se retrouver avec des boulevards sur les côtés En tout cas on espère que sa prolongation ne sera bien sûr, en tout cas on est content moi je suis très content, on est globalement content de sa prolongation et n'hésitez pas surtout pour ceux qui nous écoutent à nous dire en réaction de ce qu'on a pu dire ou même nous donner votre avis sur sa prolongation, savoir si vous êtes content ou pas, ça nous intéresserait beaucoup de savoir et pourquoi pas débattre avec vous sur Twitter ce sujet. Et écoutez, messieurs, je pense que on a fait le tour. On a fait le tour. Oui. On a fait le tour. Il n'y a plus qu'à maintenant. Il y a plus qu'à. Jordan, si tu nous écoutes, il faut que tu mettes le bleu de chauffe maintenant. Et Nils, pardon Nils, c'est appelé Christopher. le petit erratum de Maxime. Ah, c'est ça. Écoutez les gars, merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve pour un futur podcast dans les jours à venir. Ciao tout le monde et allez l'OM. Ciao allez l'OM.